Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Libre Antenne jusqu'à 1h. Alors comme vous, ce soir, j'ai le cœur qui bat la chamade, rien qu'à l'idée d'oser libérer la parole sur la si bien nommée Libre Antenne d'Europe 1. Pourtant la parole, pendant longtemps, fut loin d'être libre pour moi, plutôt enfermée même, à double tour. Un comble, vous me direz, pour une femme de radio. Oui, tout mon chemin s'articule autour de l'expression. Et pendant des années, j'ai orienté mon travail journalistique autour des sans-voix, de ceux que l'on n'entend jamais, avant de réaliser que c'était une partie de moi qui n'était pas entendue. S'en sont suivies de longues années de développement personnel, au cours desquelles je n'ai plus eu d'autre choix que celui de franchir la porte d'un cabinet de thérapeute, de réaliser que ça avait été la meilleure décision prise, à ce jour encore, puisque ça allait sérieusement changer ma vie, et de venir y déposer pendant quelques temps, en confiance et en sécurité, ce qui n'avait pas besoin de venir envenimer mon travail, mes relations, mon sommeil ou ma santé. Et puis un beau jour, ce qui restait coincé en moi depuis si longtemps est remonté à la surface, en prenant une sorte d'itinéraire bis complètement inattendu, la voie artistique. Oui, on peut donc être journaliste et artiste. Alors pendant toutes ces années de construction intérieure, je me suis nourrie de récits inspirants, ceux qui avaient traversé la tempête et qui en étaient ressortis trempés, certes, mais surtout transformés. Je regardais des conférences sur YouTube, j'achetais des livres sur des récits de vie, des célébrités ou des anonymes qui avaient surmonté des épreuves, des maladies, des échecs, mais qui avaient réussi ensuite à réaliser leurs rêves. Ils étaient sortis du marécage dans lequel moi, je pataugeais encore. Mais plus que tout, je me souviens de certaines interventions entendues à la radio, des phrases prononcées par des gens que je ne connaissais pas et que je ne connaîtrais jamais, des voix dans la nuit qui me disaient que c'était possible. Alors si eux y étaient arrivés, pourquoi pas moi ? Ce soir, jusqu'à 1h du matin, je voudrais vous proposer de penser à ces oreilles de l'autre côté du poste, qui parfois, dans un profond moment de doute, pourraient se dire « à quoi bon ?» Venez leur raconter comment vous vous êtes relevé, comment vous avez rebondi, quelles solutions vous avez trouvées, quel virage vous avez pris. Venez en inspirer d'autres. Venez leur dire que c'est possible, qu'on s'en remet. On ne sait jamais quelle porte on peut entrouvrir chez quelqu'un avec un seul mot, une seule parole. Et pour le faire, c'est très simple. Vous pouvez nous joindre ce soir au 39 21. C'est Quentin et Amandine qui vous accueillent au standard de la Libre Antenne. Vous pouvez également nous laisser un courriel sur europe1.fr, sur la page de l'émission. Et puis il y a les SMS, bien sûr, pour réagir au 7 39 21, en commençant votre message par le mot nuit. C'est ainsi que s'ouvre donc la Libre Antenne ce soir, et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise d'une main de maître cette émission jusqu'à 1h du matin. Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir Nathalie. Nathalie, Anne. vous êtes avec nous. Alors en fait, vous nous avez envoyé un mail sur le europe1.fr, et à la lecture de ce mail, je me suis dit qu'il fallait vous rappeler pour que vous nous racontiez votre histoire. Vous, à 40 ans, vous avez pris, c'est même plus un virage, c'est une chicane, comme on dit en Formule 1. Et oui, en fait, ma passion, c'était la photographie. Oui. Et à 40 ans, j'ai pris mon courage à deux mains et en fait, j'ai postulé pour une licence d'art plastique avec une spécialité photo à Paris 8. Donc vous êtes retournée Et à la faculté à l'âge de 40 ans. 40 ans. Et mes petits camarades de classe avaient 20 ans. 20 ans. Mais j'imagine que c'était pas du tout votre cursus. Au départ, vous aviez fait quelles études ? Bah oui, effectivement, j'avais fait une école de commerce à Lille, où j'ai adoré ces études. C'était très chouette. Et ensuite, j'ai travaillé dans le marketing et la communication. J'ai eu un travail passionnant. Et en fait, un jour, ça n'avait plus de sens. Et j'avais toujours un appareil photo à la main. Et puis, bon, ça m'a pris du temps avant d'arriver jusqu'au chemin de la faculté. Mais en fait, j'avais envie d'un métier qui me permettait de rencontrer les gens, de rentrer dans leur intimité, d'avoir des rapports sincères. J'avais envie de créer également. Et
c'était très fort. J'avais envie d'exprimer en fait cette partie artistique en moi, et puis je voulais partager. Donc j'ai beaucoup réfléchi, et puis en fait c'est la photographie qui pouvait réunir ces trois passions. Alors vous pouvez me dire pourquoi Mais oui, aller mais à l'université. Mais oui, comment ça s'est passé? En fait, vous avez fait un bilan de compétences. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Dans les reconversions professionnelles, les gens oui, s'arrêtent, oui. vont dans des cabinets spécialisés pour cela, rencontrent des coachs et font un état des lieux en fait de leur vie professionnelle pour amorcer un virage. Est-ce que c'est ça qui est arrivé pour vous? Oui. Alors effectivement, j'avais fait un bilan de compétences, et puis il y a des profils qui ressortent, et c'était en premier artistique et social. Ah oui, c'était les deux grands thèmes Donc, qui ressortaient pour vous. oui, J'imagine oui. qu'en effet, pour quelqu'un qui avait fait une école de commerce, quand le mot artistique et le mot social ressortent, oui, on se dit qu'on est peut-être un peu à côté de la plaque. En fait, elle m'avait fait faire un exercice très intéressant. Elle m'avait fait lister mes 30 amis les plus proches, Oui. et puis en face leur métier. Et étonnamment, je n'avais que des artistes, des journalistes autour de moi. Donc à un moment, je me suis dit, bon, là, il y a un signe. Et puis, c'est vrai que je fais de la photo depuis l'âge de 13 ans, mais je n'avais pas osé, en fait. Osé me dire, ça peut être mon métier. Qui vous avez amené à la photo à l'âge de 13 ans? On vous avait offert un appareil? En fait, non, mon père est un photographe amateur très doué. Il nous a toujours beaucoup photographiés. Et à 13 ans, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me prêter ton appareil? Donc, effectivement, il m'a appris à l'utiliser. Il était pas du tout automatique à l'époque, c'était tout en manuel. Et en fait, mes premiers portraits, c'était des portraits d'enfants. Alors, qui photographiez-vous à l'époque? Donc, à 13 ans, vous photographiez vos amis, vos cousins, vos frères et sœurs, peut-être? Ah oui, aujourd'hui, oui. C'est vrai que c'est ma manière de leur dire que je les aime, qu'ils existent à mes yeux. Et effectivement, ce sont mes sujets photographiques favoris. L'humain et la famille, alors? Comment? L'humain et la famille que vous aimez photographier? Oui. Que vous aimez Ou alors photographier? les objets qui peuvent aussi évoquer le lien entre les gens. Alors, comment est-ce qu'on fait une belle photo, par exemple? Comment est-ce qu'on fait une photo réussie, surtout? Parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones, tout le monde s'improvise un peu photographe. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un bon photographe d'un photographe de smartphone? Alors, on peut faire de très belles photographies avec un smartphone. Pour moi, le plus important, c'est le cœur. C'est-à-dire on est touché par une émotion, et puis on fait attention à son cadrage, mais surtout, le plus important, c'est de pouvoir exprimer l'émotion qu'on ressent au moment où on fait la photographie. Alors, pour revenir à ce virage que vous prenez à l'âge de 40 ans, à qui vous en parlez au début? À qui vous exprimez le fait d'avoir envie de retourner aux études à l'âge bien dépassé, à l'âge auquel on n'a plus vraiment de carte d'étudiant? Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre. Et c'était quelque part un rêve de retourner sur les bancs de l'université. Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon mari, mes amis proches. Et puis, évidemment, j'ai douté en disant, qu'est-ce que là, je m'engage pour 1 an, est-ce que je vais y arriver? Et puis, je me souviens très bien d'un de mes amis qui m'a dit, mais au pire, ça marche. Et donc, en fait, j'ai dit, OK, j'y vais. Mais je vous avoue que la première journée dans les couloirs de la faculté, déjà, les étudiants pensaient que j'étais la prof. Quand je me suis retrouvée assise à côté d'eux, j'étais pas très fière et en même temps très excitée à découvrir tout ce pan de la culture, de la photographie. C'était fantastique. Et alors, vous aviez signé pour combien d'années? Vous avez fait une licence, un master? Alors au départ, je m'étais dit, je me donne 2 ans pour faire la licence parce que c'est quand même vraiment tout neuf pour moi. Et puis en fait, j'ai réussi à avoir la licence en 1 an. Et mes petits camarades de classe m'ont énormément motivée pour que je passe le concours du master. Et en fait, du coup, je suis allée jusqu'au master 2. Et alors, comment est-ce que votre famille a pris la nouvelle? Parce que vous avez des enfants. Oui, alors c'est vrai quand je suis retournée
donc à l'université. J'avais un enfant en 6e, en CM1 et en maternelle. En bas âge. Oui, oui, oui. Ils étaient très étonnés en disant mais pourquoi on a besoin de retourner à l'école pour faire un clic. Et puis en fait, après ils se sont pris au jeu. Ils ont rencontré aussi les étudiants. Il y a eu un bain de jouvence à la maison. Ça les a bien stimulés. Oui, d'un coup, vos amis avaient une vingtaine d'années. Oui, oui. Pour eux aussi, c'était une découverte de découvrir une famille mariée de 40 ans avec 3 enfants. Donc en fait, ça a été une richesse partagée. Et parfois, pendant les moments de vraiment le master, c'est très dur. J'avais vraiment envie d'arrêter. Et puis, qu'est-ce qui était difficile à ce moment-là? L'écriture. L'écriture était très difficile. Enfin, voilà, quand on est maman, on a beaucoup de choses à organiser et avoir l'esprit à l'écriture ou à la création, ça demande beaucoup de discipline en fait. Quand vous dites l'écriture, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dissertations, de devoirs à rendre? Oui, en fait, il y a une partie théorique, il y a toute une partie aussi de démarche artistique personnelle, et puis aussi il y avait l'apprentissage de la technique. Donc j'ai passé beaucoup de temps en bibliothèque, en studio, et tout en gérant les 3 petits gars. Qui étaient vos premiers fans, j'imagine? Ou en tout cas vos premiers sujets de photographie, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, vous êtes sortie de la fac il y a quelques années maintenant. Oui, ça fait 4 ans. Et donc à la sortie de une fois diplômée, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et bien en fait, là il s'est passé quelque chose de merveilleux parce que, donc, comme je vous disais, je suis passionnée par les enfants, la photo, les livres, et j'ai pu présenter, grâce à une de mes personnes chères, un projet d'un imagier photo pour les petits. D'un imagier photo pour les petits. Donc c'est un livre pour enfants? Oui, en fait, c'est un imagier, c'est un livre qui permet aux enfants de nommer les choses. Donc, une lampe, une chaise, un tricycle. Et bon, il existe de nombreux imagiers en dessin, mais en photo, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, j'ai présenté un projet qui a été validé et imprimé. Donc, ça, c'est un premier qui s'appelle « Autour de moi ». Et 1 an et demi après, en fait, les éditions La Martinière m'ont donné le feu vert pour créer un abécédaire. Et donc vous arrivez aujourd'hui à vivre de la photo, parce qu'on dit que c'est quand même des milieux extrêmement bouchés. Oui, c'est vrai que c'est difficile, il faut avoir la foi, il faut démarcher. En fait, on jongle, on fait parfois des photos pour la presse, parfois des portraits de famille. Alors effectivement, mon premier parcours professionnel dans le monde de l'entreprise m'aide beaucoup également, parce que ça me permet d'avoir des commandes corporate. Et donc entre ces différents débouchés, j'arrive effectivement à m'en sortir. Dans ce virage professionnel, quel support, quel soutien le plus fort, le plus intéressant pour vous s'est présenté à vous dans cette histoire-là? Est-ce que ça a été un accompagnement justement d'un coach, d'un bilan de compétences? Est-ce que ça a été plutôt l'entourage, les amis, ou au contraire quelqu'un qui vous a défié en vous disant t'en es pas capable, et puis finalement ça vous a réveillé? C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des professeurs extraordinaires à Paris 8 qui m'ont toujours soutenu, écouté, et puis après on rencontre aussi d'autres photographes qui partagent les mêmes doutes. Et c'est vrai que ma famille proche, mes parents, mes frères, mon mari, les enfants, tout. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir toujours été portée par un environnement, et puis entre photographes, en fait, on se confie beaucoup. Quand on a des doutes, on les partage, et puis après, ça permet effectivement de rebondir. C'est important, le rebond. Ça permet d'envisager différemment la vie. Et quels sont vos autres projets aujourd'hui, vos nouveaux projets? Vous ouvrez à d'autres publics?
J'aimerais bien faire une exposition cette année. J'ai d'autres projets de livres pour enfants. Et puis, j'ai un autre projet avec des personnes en grande précarité. Et j'aimerais leur offrir mon regard sur leur vie. Très bien, bah écoutez, on vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle carrière, cette nouvelle vie, deuxième vie d'ailleurs, de photographe qui s'offre à vous. Merci beaucoup Nathalie. Je vous remercie. Merci Anne. Bonsoir Valentin. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci de nous appeler. Alors vous aussi, vous êtes dans un vrai virage, mais alors un vrai virage, c'est-à-dire que vous êtes revenu à Paris ce soir même et vous vous apprêtez à prendre un grand virage professionnel qui est finalement de revenir à vos premières amours. Racontez-nous. C'est ça. Alors en fait, je suis danseur professionnel. J'ai commencé la danse, j'avais 3 ans. Et la danse fait partie de ma vie, depuis très longtemps donc. Et moi, je suis fils d'agriculteur, donc c'est un milieu qu'on connaissait absolument pas. Et j'ai toujours évolué avec des lacunes au niveau de mes références et au niveau des références parisiennes et tout ça. Donc j'ai dû grandir et j'ai dû me responsabiliser assez rapidement. Parce que vous venez de quelle région ? Du Poitou-Charentes. Du Poitou-Charentes. Ouais, mon père est exploitant agricole en fait. On a des terres dans le Poitou, quoi. Ah, c'est super. Mais donc c'est vrai que on imagine que le jour où vous leur avez dit j'ai envie d'être danseur, ça a dû leur faire drôle. Ouais. Oui, ça a été pas un choc, mais voilà, ils s'y sont faits, quoi. Donc voilà, et puis là, j'arrivais à un stade dans ma vie où c'était un peu compliqué. Je me faisais de moins en moins la vie parisienne, venant du Poitou avec mes racines agricoles et tout ça. C'est vrai que c'était un peu compliqué. À quel âge est-ce que vous êtes arrivé à Paris ? Je suis arrivé à Paris, j'avais 14 ans et demi. J'ai intégré le Conservatoire national supérieur de danse à Paris, à la Villette. J'ai passé une audition et j'ai été pris parmi beaucoup de jeunes danseurs de mon âge. Et là, la vie a commencé, quoi. J'ai vraiment évolué dans un milieu que je ne connaissais pas et voilà, quoi. Donc vous faisiez des spectacles, des ballets, des... Oui, c'est ça. Je faisais des spectacles. Donc j'ai commencé en danse classique et puis par la suite, disons que la danse classique, il y a une rigueur et une rigueur au niveau du corps surtout. Et quand le corps est pas en cohérence avec l'esprit, on se perd, voilà. Et moi, à un moment donné dans ma vie de danseur, je me suis dit que la danse classique, c'était bien parce que ça formait et que la technique était très importante pour le corps du danseur. Un corps de danseur, quand le danseur a une technique classique, on le voit évidemment. Donc c'est vrai que c'est un atout. Et puis par la suite, j'ai voulu avoir une grande ouverture professionnelle et j'ai préféré me réorienter dans la danse contemporaine, qui est une danse plus large, une danse avec une compréhension du corps et une ouverture au niveau de la gestuelle, par exemple. Et il y a une vraie recherche artistique au niveau de la gestuelle, voilà. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis voilà, donc j'ai fait toutes mes classes au Conservatoire supérieur. Et puis voilà, j'ai eu mon master avec ma mention très bien, donc j'ai fini dans les 3e de ma promotion. Et puis, bravo. Je vous remercie. Donc vous étiez très jeune pour habiter Paris, vous étiez seul dans un foyer ? En fait, avec ma famille, on s'est réunis un jour et puis on s'est dit que l'émancipation était une possibilité. Donc mes parents m'ont toujours fait confiance en fait. J'ai toujours été leur petite étoile entre guillemets. Et c'est vrai que sont ma fierté, mais je suis aussi leur fierté. Et ils m'ont supporté. Et voilà, donc on est passé devant un juge. Et la juge a vu qu'on avait une cohérence familiale qui était présente, très importante. Et que c'était pour le bien de la famille et pour mon bien à moi que je me fasse émanciper. Donc je suis passé devant le juge et puis j'ai mes papiers en main pour mon émancipation. Et puis voilà, j'étais un jeune adulte avant l'âge. Pour venir vivre votre vie en autonomie totale à Paris. Ouais, c'est ça exactement. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est vrai que j'étais quand même qu'un jeune adolescent. Donc c'était un peu compliqué à gérer. Mais j'avais toujours la famille qui était là. Et puis dès que je sentais que ça allait pas, je retournais dans ma famille.
Voilà. Et donc vous avez changé, donc évolué depuis la danse classique jusqu'à la danse contemporaine. C'est ça. Et... Alors j'ai évolué bien sûr, donc j'ai fait la connaissance de pas mal de chorégraphes. Et puis ensuite, à la suite de mon examen, donc de mon prix d'interprétation, j'ai passé une audition au sein du Ballet de Lorraine à l'Opéra de Nancy. Et puis donc là, je me lançais dans la fosse au loup, comme on dit, avec les grands, quoi, la fosse au lion, voilà. et puis ça a été un choc, c'est-à-dire que c'était l'année de mon bac, de mon permis, de mon job, quoi. Donc j'avais tout décroché, donc du coup j'étais en toute puissance. Et puis je me suis vite rendu compte que la vie parisienne me manquait, que j'étais à 800 km de ma famille et mes racines étaient très importantes, surtout à ce moment-là. Et l'entente dans un groupe, c'est quelque chose de très très difficile, surtout quand tu arrives jeune. Voilà, donc à 20 ans. Moi, j'ai fini mes études à 20 ans. Dans une troupe de danseurs, vous voulez dire? Dans une compagnie? Voilà, dans la compagnie du Ballet de Lorraine, en fait. Donc, j'ai intégré le Ballet de Lorraine, et puis juste à la suite de mon obtention d'examen. Et puis, à ce moment-là, ça a été un choc, c'est-à-dire que je me retrouvais seul, loin vraiment de ma famille, loin de Paris, donc de mes amis et de mes références que j'avais acquises. Et puis voilà, je commençais ma vie professionnelle, donc je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que mon but principal après mes examens, c'est-à-dire que je voulais faire une grande école supérieure pour pouvoir ensuite intégrer un corps de ballet dans un CCN, ça s'appelle un Centre chorégraphique national. C'est forcément le rêve, ça. On a cette chance-là en France, Mmh. et c'est un rêve pour tous les danseurs d'accéder à ça. Et je me suis rendu compte que je passais d'une cage dorée à une autre cage dorée, c'est-à-dire que le CNSM de Paris, c'est une grande institution qui est on est dans une cage dorée, on est choyé, on nous apprend l'élitisme, on nous apprend vraiment les détails du geste et vraiment l'anatomie du corps, tout ça. Et je passe donc de cette institution à une autre institution qui est un ballet national, donc le Ballet de Lorraine, et c'est compliqué. Voilà. Donc je me remets en question, c'est très difficile de gérer tous les égos, parce que l'artiste a un ego évidemment, et tous les jours on est devant le miroir à se perfectionner. Voilà. Donc moi en fait on m'a mis devant un miroir très jeune et on m'a dit c'est ce corps-là que tu dois avoir, c'est cette façon de travailler que tu dois acquérir. Donc, c'est vrai qu'on connaît très mal ces milieux-là, qui sont des milieux très fermés. Rares d'ailleurs sont les caméras autorisées à venir filmer. Je lisais qu'il y avait un documentaire sur l'Opéra de Paris d'ailleurs qui est sorti il y a quelques jours en salle, réalisé par Jean-Stéphane Bron, le réalisateur, et donc il filme les petits rats, les étoiles, les ténors et toute la direction de l'Opéra de Paris. Mais c'est vrai qu'on connaît mal. On imagine l'exigence derrière qu'il faut, le labeur que c'est, l'exigence du corps. Bien aussi sûr, est très physique. C'est une discipline qui est très très importante, qu'on nous a inculqué très très jeune. Voilà, il faut être à l'heure, ce qui n'a pas été mon cas tout le temps, ce qui a été très compliqué à gérer aussi, à être mais ponctuel. Là, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Bien sûr, c'est ça, mais ça s'apprend avec le temps. Et puis j'ai d'autres points positifs aussi. Il y a pas que ça. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Et puis le matin, quand tu as 14 ans, on te met à une barre pour faire tes pliés, et il est 8h du matin, tu as un petit déjeuner dans le ventre. Et voilà, et la journée commence. Et après, il y a les études, et c'était un horaire aménagé. Donc, c'était un rythme qui était très difficile, avec les parents qui étaient loin. Voilà, donc ça fait partie de mon parcours pré-professionnel. Et le grand saut dans la vie professionnelle et active est arrivé. Dans la vie professionnelle, exactement, et avec le Ballet de Lorraine. Et puis ensuite, donc j'ai pris la décision au bout d'un an de formation là-bas, au bout d'un an de profession, que j'étais beaucoup trop jeune en fait pour rester entre quatre murs avec 30 personnes au quotidien, avec des chorégraphes. C'est une plateforme en fait, c'est-à-dire que le ministère de la Culture fait venir des chorégraphes par le biais du directeur en poste au ballet, donc que ce soit au Ballet de Lorraine. Il y en a un peu partout aux quatre coins de la France. Donc on a vraiment cette chance-là en France, c'est-à-dire que la culture est très importante
pour la France, mais au niveau de la danse, c'est vrai qu'on a ces plateformes-là. Alors évidemment, il y a l'Opéra de Paris qui est une plateforme énorme, mais ça reste une maison fermée. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous parliez d'élitisme et le fait que ce soit un milieu qui soit fermé. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre la danse et tout le monde peut voir la danse, bien sûr, mais la ressentir et sentir les énergies qui se passent sur scène, ça n'est pas accessible à tout le monde. Et quel a été votre choix alors ? Mon choix, ça a été de donc quitter le Ballet de Lorraine, donc quitter Nancy, qui était une ville avec une mentalité de l'Est qui ne matchait pas du tout avec ma mentalité de l'Ouest. Voilà, donc j'avais un peu de problème à ce niveau-là. Et puis donc je suis revenu à la capitale. Et puis j'ai voulu faire mon expérience d'intermittent du spectacle. Voilà, donc là ça a été une autre aventure, voilà. Et j'ai fait plein de beaux projets. J'ai travaillé avec Philippe Lafeuille, qui est un chorégraphe un peu burlesque, qui travaille sur l'humour dans la danse, donc des choses que j'avais absolument pas connues auparavant. Oui, vous avez élargi vos horizons. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au CNSM de Paris, au Conservatoire supérieur de Paris, c'est technique, académique et l'artistique évidemment, mais la technique avant tout. C'est-à-dire qu'ils nous forment à être des danseurs excellents. Voilà, pour pouvoir aller dans des compagnies un peu partout, que ce soit en danse classique ou en danse contemporaine. Voilà, donc moi, je suis passé par l'intermittence. Et puis, je me suis rendu compte des galères que c'était, c'est-à-dire qu'au niveau de la paperasse, au niveau de l'administration, quand tu n'y connais rien, c'est très compliqué et il faut être assidu, responsable. Et on ne vient pas te chercher, c'est toi qui dois aller vers les gens, c'est toi qui dois demander en permanence. Donc encore une remise en question, encore un apprentissage nouveau. Et voilà, et tu mets ton ego de côté, tu mets ton orgueil de coq de côté, le temps d'apprendre vraiment ce qu'est l'intermittence. Oui, parce que j'imagine qu'il faut se faire connaître auprès des ballets, des compagnies, en permanence envoyer des CV, c'est ça, aller passer des castings. Voilà, donc on a la chance d'avoir un centre national de la danse, le CND à Pantin, qui est une plateforme assez extraordinaire, avec des cours à prix réduit, avec des gens excellents qui viennent donner des masterclass. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a quelques endroits à Paris aussi, le studio harmonique à Bassy, qui est aussi pour les danseurs un moyen de perfectionner leur corps et d'entraîner leur danse, avec plein de techniques variées. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis à Paris, on a l'opportunité aussi de passer des auditions, c'est-à-dire qu'on peut envoyer nos CV pour passer des auditions pour les comédies musicales, que ce soit des comédies musicales, par exemple, de Mogador, c'est-à-dire les classiques de Broadway, par exemple. Il y avait 4 dernièrement qui étaient présentés et j'avais passé l'audition aussi et j'avais été assez loin dans les auditions et ça n'avait pas abouti. Voilà, donc c'est aussi une remise en question, c'est aussi on te dit non, on te ferme des portes et puis il faut rebondir, voilà. Alors, comment on trouve le courage et la foi de rebondir quand justement on se prend des noms en permanence et des refus? Il faut s'entourer, la danse est un milieu de contact. C'est comme le chant, c'est comme la comédie, c'est comme tout ce qui touche à l'art. C'est vrai que le contact, c'est très important. Les connexions, c'est vraiment très important. Il faut savoir être sociable, il faut savoir être diplomate avec les gens, il faut savoir être compréhensible. Voilà. Et puis donner de son meilleur, quoi, du meilleur de soi-même. Et puis voilà, faire voir qu'on est l'excellence. Et puis avoir un partage vraiment avec un groupe, quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Moi j'ai eu pas mal de problèmes à ce niveau-là aussi. Donc voilà, plusieurs remises en question. Et puis voilà, moi j'ai dansé sur des scènes incroyables, hein. J'ai eu cette chance-là. Je fais des opéras à l'Opéra Bastille, par exemple. Donc, je danse devant 3200 personnes. Enfin, c'est incroyable. Et donc, pour quel ballet est-ce que vous avez dansé ? Alors, j'ai pas dansé dans un ballet. En fait, le ballet, ça appartient à la Maison de l'Opéra de Paris, donc c'est-à-dire au corps de ballet. Moi, je faisais partie, en fait, des danseurs externes. C'est-à-dire que l'Opéra de Paris a
possède un portefeuille de danseurs externes, plutôt contemporains, c'est-à-dire qu'en fonction de la mise en scène contemporaine d'un opéra, moi j'ai fait par exemple Rigoletto et Faust de Gounod. Donc c'était 2 expériences incroyables et du coup j'ai passé l'audition et puis on m'a permis en fait de faire ces 2 opéras, donc de danser sur cette scène mythique. Et ça reste des souvenirs incroyables. C'est vraiment des souvenirs incroyables, voilà, que j'ai eu la chance de partager avec ma mère qui est venue me voir. Enfin, vraiment très bien. J'ai eu la chance aussi de danser sur la scène de l'Opéra Royal de Versailles, dans un opéra comique, un opéra-ballet. Mis en scène par Shirley Dino, donc ça peut paraître comique comme ça, mais en fait c'était vraiment très pointu, très élitiste, et c'était Don Quichotte et la princesse. Voilà, c'était une revisite d'un opéra donc de Don Quichotte, et puis voilà, sous des traits comiques, et c'était vraiment très bien. Voilà, une nouvelle expérience, j'ai dansé du baroque, donc c'était encore quelque chose que je ne connaissais pas, et puis. Et quelle est la suite pour vous, Valentin ? La suite, c'est des belles choses. C'est-à-dire que la fin de l'intermittence a été très compliquée. J'ai une grosse dépression. J'avais l'impression d'être seul et le monde parisien te bouffe. Et c'est vrai que c'est très compliqué à gérer. Et la famille est là, mais c'est quand même très compliqué. Et moins tu te fais voir, et moins on te veut, et moins voilà. Et voilà. Donc j'ai eu une descente un peu aux enfers comme ça, et puis j'ai pris la décision le mois dernier de tout plaquer à Paris et de refaire un peu une nouvelle expérience. Donc de retrouver mes racines et puis de repasser un diplôme, c'est-à-dire toujours dans l'art. J'aurais voulu expérimenter l'art de la coiffure, qui est aussi quelque chose de très important, et voilà. Et en fait, pendant ce repos, je me suis remis encore en question et j'ai pianoté un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Et puis le réseau est revenu, le contact est revenu. Et puis je me suis mis en contact avec des danseurs d'un grand cabaret parisien. Donc cabaret qui est encore une nouvelle expérience. Et j'ai eu la chance, par mon CV et par ma lettre de motivation et mes photos, de pouvoir accéder à une audition privée. Donc pour ce cabaret, voilà, qui est, je ne sais pas si on peut dire le nom aussi. Allô ? Oui, allô ? Ah oui, vous êtes toujours là. Oui. Du coup, vous avez fait ce pas de côté. Je peux donner le nom du cabaret ou ? Oui. Ouais. Ce cabaret, en fait, c'est le Lido, donc qui est sur les c'est connu. Champs-Élysées. Oui. Et puis donc j'ai passé cette audition privée, et puis voilà, j'ai été engagé, donc du coup ma vie de danseur recommence. Bravo. Merci. Donc du coup, j'espère pouvoir partager plein de choses avec toutes les personnes qui viendront voir le spectacle, qui est magnifique. Donc vous avez failli lâcher la danse et finalement la danse est revenue vous chercher. Exactement. Voilà. En tout cas, bravo, merci vraiment Valentin pour votre témoignage, merci pour merci à vous. pour ces virages de vie et puis pour ce petit pas de côté qui parfois n'est qu'un pas pour se ressourcer et pour faire une petite pause, pour savoir là où est le plus important, là où est l'essentiel, et puis finalement se rendre compte que ça n'est pas ni la structure, ni le statut, l'intermittence ou autre qui est important. Si finalement vous êtes doué pour la danse, si finalement c'est là votre chemin, ça revient vous chercher tout naturellement. Je vous remercie. J'aurais juste 2 mots à dire. Le principal dans la vie, c'est la bienveillance. Bienveillance. Et dégager uniquement des ondes positives et être le plus solaire possible. Voilà. Merci. On partage tous ce genre de valeurs-là dans la libre antenne d'Europe 1. Merci beaucoup, Valentin. Merci à vous. Bonne soirée, à très bientôt. Bonsoir, Claire. Oui, bonsoir. Alors vous vouliez réagir à tout ce qui vient déjà d'être dit. On abordait ces virages de vie, ces pas en avant, pas en arrière, porte dans la figure et rebond derrière. Oui, moi c'est un parcours d'entrepreneur qui a un peu bouleversé ma vie. On va dire que un parcours de vie assez classique, droit, une école de commerce. Des petits rebondissements avant l'école de commerce pour me trouver ma voie, où j'étais photographe sur les pistes de ski, pour des remises en question de vie. Et photographe puis, sur les pistes de ski, alors attendez, ça a l'air d'être le job d'étudiant le plus sympa de la planète.
Bah écoutez, oui, quand on décide d'arrêter sa 3e année de droit et qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, on prend un peu de recul et un amour pour la photo. D'ailleurs, je rebondis à la photo est souvent libératrice. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais partir au ski, prendre l'air de la montagne, réfléchir à mon avenir. Et donc, je vais aller trouver un super boulot. Et donc, voilà, j'étais au grand air, je prenais en photo les gens et je partageais des beaux moments de vie avec eux. Et prendre un peu de hauteur. C'était plutôt sympa. Et j'ai pris de la hauteur sur moi-même aussi. Alors, on sait que sur les plages, il y a des photographes comme ça qui généralement approchent les familles pour faire des photos de famille. C'est un peu comme ça que ça se passe ? Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose, mais à la montagne. Sauf que les gens sont en doudoune et ont des traces de lunettes. Les gens sont en doudoune et avec des traces de lunettes, mais ça se fait très bien et c'est des super souvenirs qui restent dans toutes les familles. Donc voilà, c'était une période de ma vie. Ça a été quelques mois, mais qui font du bien et qui permettent de se poser pas mal de questions. Et puis je suis rentrée en école de commerce sereine, après avoir passé ces quelques mois à la montagne. En vous disant, le commerce, c'est ma vie, c'est vers là que je vais. C'est tout, voilà, j'ai baigné dans un environnement entrepreneurial avec un père qui était restaurateur, qui nous a transmis des valeurs, la valeur travail très importante, une implication totale et de toujours faire ça avec passion. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a une voie, c'est le commerce qui ouvre aussi une multitude de portes. On peut tout faire en sortie d'école de commerce, justement. On apprend tout et rien. Et il faut juste après trouver sa voie et trouver ce dont on a envie de faire avec les connaissances qu'on a acquises durant notre cursus scolaire. Alors, votre père est entrepreneur, il vous a vraiment transmis cette valeur du travail aussi et du travail de monter sa boîte ? Oui, tout à fait. C'était vraiment, voilà, depuis que je suis petite, j'ai grandi dans un restaurant, j'ai vu mon père après monter une boîte et avec ma mère qui a toujours été là en soutien, qui a toujours dit qu'on pouvait y arriver quand on voulait et qu'il fallait jamais baisser les bras et toujours croire en ses rêves. Et avec un modèle de couple aussi fort et avec l'envie de réussir, on peut que avoir envie de se lancer et de sauter dans le grand bain aussi et vouloir créer sa propre société. C'est vrai que c'est fort d'avoir, et c'est une chance d'avoir des parents qui soutiennent en tout cas leur enfant dans ce projet-là. Oui, c'est une grande chance. Ça a été un énorme soutien voilà, j'ai 30 ans. Depuis 30 ans, c'est un très grand soutien puisque en effet, je suis pas quelqu'un qui suit le modèle écrit pour tous, même s'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de normalité, je pense. Chacun a ses propres normes. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois envie de changer de voie et avec la chance d'avoir le soutien et l'approbation de mes parents. Donc, c'est une énorme force et voilà, quand on décide un jour d'être avocate, le lendemain d'être chef d'entreprise, le lendemain de vouloir partir voyager et toujours avec des rebonds. Mais c'est fou, vous n'avez que 30 ans et vous avez déjà 1000 vies derrière vous. Oui, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire que tout est possible. Et quand on y croit, on peut le faire. Et je pense que voilà, les voyages à la sortie de mon école de commerce, j'ai fait un échange universitaire au Chili où j'ai appris énormément sur la culture sud-américaine. Après, Vous avez travaillé dans une société là-bas, dans une société chilienne ? Non, j'étais en échange universitaire. Et par contre, juste après, j'ai fait mon stage de fin d'études à Bali. Et donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Bali. Ah oui, ça c'est pas mal. Sur un CV, ça marche. En tant que chef de produit où je créais des voyages sur mesure sur l'Indonésie. D'accord. Alors, quels sont les plus beaux endroits que vous ayez vus à Bali ? Ah, les rivières de Tegalalang.
c'est les rivières magiques, c'est la photo mythique que tout le monde a en tête, les rivières en terrasse, un endroit qui est complètement hors des sentiers battus, le lac de Tamblingan où on peut faire une balade en pirogue sur le lac, où il y a dans un petit village perdu avec des gens qui sont adorables et qui ont simplement envie de discuter avec vous, des spots de plongée incroyables, et puis après l'Indonésie est vaste et donc il y a tellement d'îles à explorer. Je ne peux que vous donner l'envie d'y aller et le souhait de pouvoir découvrir cette belle île. Alors, vous savez quoi ? Vous nous avez vraiment mis l'eau à la bouche. On a très envie de partir à Bali. Vous y avez passé combien de temps au total ? En 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, on va revenir sur cette expérience balinaise, parce que franchement, passer 1 an et demi juste à la sortie de son école, là-bas toute seule pour essayer de monter une entreprise, je crois que ça mérite d'être partagé. On va revenir juste après les informations. Restez avec nous, Claire. D'accord, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Anne Cazobon. La Libre Antenne se poursuit jusqu'à 1h du matin. Alors on a beaucoup parlé de ces virages de vie, de ces petits pas que l'on fait, de côté pour se ressourcer ou en avant pour oser impulser le changement, impulser le mouvement, mais aussi des tempêtes que l'on traverse dans une vie et qui nous laissent parfois en 1000 morceaux. Ça me fait penser au kintsugi. Vous savez, c'est cet art japonais qui date du 15e siècle et qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de la laque saupoudrée de feuilles d'or. Kintsugi, ça vient de tsugu en japonais. Oui, bon, alors j'ai pas tout à fait l'accent, hein. Mais tsugu, c'est réparer, relier, transmettre et donner de la valeur. En fait, selon la tradition, les vases et les bols recollés seraient considérés comme bien plus beaux, bien plus solides aussi. Mais surtout, leur valeur en serait décuplée parce qu'ils auraient réussi à se transformer dans la souffrance. Alors si vous aussi, vous êtes dans ce processus, comme on l'est tous, hein, si vous avez commencé par vous baisser pour vous rendre compte, pour oser constater l'étendue des dégâts, oser regarder chacun de ces petits morceaux en face, pour entendre ce qu'ils avaient à raconter de vous, d'une situation, toutes ces petites parts brisées. Et si ensuite vous avez retroussé vos manches pour les ramasser une à une, et puis si vous avez choisi le plus fin des pinceaux, que vous l'avez enduit de laque et de magnifiques feuilles d'or, que vous avez passé une à une chacune de ces failles, chacune de ces balafres qu'a laissé la moindre épreuve sur vous, à la peinture dorée, un peu comme on embrasserait des cicatrices, eh bien si aujourd'hui vous êtes pleinement rassemblés, debout, et bien conscient de votre valeur, du chemin parcouru, venez nous inspirer, venez nous montrer quel levier vous avez actionné, quelle solution vous avez trouvée, venez en inspirer d'autres qui n'osent pas. Pour nous joindre, c'est très simple, il vous suffit de contacter Quentin ou Amandine au standard de la Libre Antenne en composant le 39 21. Vous pouvez également nous envoyer des SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Et puis il y a aussi le europe1.fr en vous rendant sur la page de la Libre Antenne pour nous envoyer un message. On est ensemble jusqu'à 1h du matin. Europe 1, Anne Cazobon. Et on était juste avant les infos avec Claire qui nous avait laissé sur une plage à Bali, quelque part, avec des tongs aux pieds, un cocktail dans la main, une serviette étalée et le bruit de la mer juste en face. Ce qui est plutôt une très belle carte postale. Merci de nous l'envoyer, Claire. Alors, je voulais qu'on revienne sur cette expérience à Bali, très jeune. Vous partez donc là-bas juste à la sortie de votre école. Ouais, à 23 ans, je suis partie vivre à Bali en me disant que j'allais y faire un petit bout de vie. Le petit bout de vie, je pensais qu'il allait être beaucoup plus long, mais voilà, ça a été 1 an et demi intense, fabuleux, de découverte, d'échanges, de passion, de découverte des Indonésiens. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Une nouvelle philosophie de vie aussi, une nouvelle philosophie de vie. Alors, quelle est-elle cette philosophie balinaise ?
de prendre le temps d'être en famille, d'avoir un lien fort entre les générations, l'entraide et surtout voilà de nourrir le corps, l'esprit, le cœur, son environnement, la bienveillance poussée à l'extrême. Voilà, c'est des valeurs qui marquent et qui étaient proches des miennes, mais qu'on oublie vite avec le monde dans lequel on vit un peu foufou. Et surtout la présence du sourire sur les visages des gens. Et ça, c'est... Il n'y a pas meilleur médicament, il n'y a pas meilleur cadeau qu'un sourire. Et ça fait extrêmement bien de passer 1 an et demi avec des gens souriants qui n'ont pas grand-chose mais qui vous donnent tout. Ça, c'est sûr que ça peut changer du quotidien de certains dans les bureaux Oui. parfois. Le retour à Paris a été un peu compliqué. Oui, on imagine. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Je créais des voyages sur mesure sur l'Indonésie, donc je proposais des circuits hors des sentiers battus pour être vraiment immergée au sein de Bali ou des 2 autres îles indonésiennes pour vraiment avoir un voyage le plus inoubliable possible. Alors, du coup, vous étiez en permanence... Oui, je visitais les hôtels, je visitais les activités pour sélectionner selon les goûts des clients pour être au plus proche des envies et permettre d'avoir un voyage complètement sur mesure. Vous étiez logé chez l'habitant là-bas ? Vous aviez un foyer ? Alors j'avais une maison, mais voilà, j'avais fait le choix de pas vivre avec les expatriés et d'être dans une rue avec les locaux. Je n'avais pas de contrat d'expat, donc j'étais aussi au salaire local qui permet aussi une grande remise en question sur des choix de vie quand on sort d'école de commerce où tous nos copains gagnent extrêmement bien leur vie et nous on part pour quelques centaines d'euros mais avec une expérience tout autre et j'ai toujours privilégié l'enrichissement personnel et le développement de compétences autres que pour moi c'était beaucoup plus stimulant que simplement un chèque en fin de mois, donc c'était un choix personnel. Alors au bout d'1 an et demi, la mort dans l'âme, j'imagine, vous rentrez à Paris. La mort dans l'âme, tout à fait. Je décide de rentrer à Paris, mais avec le sourire scotché sur le visage. Bah oui, vous l'avez gardé là-bas, de là-bas. Oui, je l'ai gardé de là-bas, oui. Et alors qu'est-ce que vous faites à votre retour à Paris ? L'atterrissage est peut-être un peu difficile, j'imagine. L'atterrissage est compliqué, surtout quand on décide de rentrer, qu'on n'a plus d'appartement, qu'il faut rentrer chez papa-maman. On se dit mince, qu'est-ce qu'on fait ? Mais avec un super accueil et encore voilà, avec un soutien de la famille, des grands-parents, de mon frère, de sa femme, des amis, toujours très stimulant pour me dire qu'il faut rebondir. Parce que vous étiez jeune diplômée à l'époque et du coup, il vous fallait retrouver du travail. J'avais 25 ans quand je suis 25 ans quand je suis rentrée. Et il y avait une start-up américaine qui ouvrait des bureaux en France. Cette start-up, c'est Airbnb. Oui, c'est devenu plus qu'une start-up. Voilà, on est au début début janvier 2012 et donc je me dis pourquoi pas, je vais envoyer un CV et je pense que ce job est fait pour moi. J'ai envie de développer cette start-up et de faire connaître cette boîte qui avait des valeurs qui me parlaient dans le voyage, donc voilà. Ça s'appelle avoir du flair parce que des startups qui se sont montées et qui finalement ont mis la clé sous la porte très rapidement, il y en a un paquet. Alors que Airbnb, pour le coup, on connaît aujourd'hui le succès qu'a cette entreprise. Oui. Mais au début, personne ne connaissait et tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans une boîte inconnue au bataillon ? Mais c'était une très belle expérience qui a duré 2 ans avec une équipe incroyable où on est dans la folie du développement, de la croissance exponentielle, d'un super projet
et de voir un projet petit qui grossit avec des moyens énormes et voilà, une super belle expérience de 2 ans où on a l'esprit entrepreneurial qui est poussé à 1000% avec des rencontres de personnes brillantes qui vous stimulent au quotidien et qui vous donnent envie d'entreprendre aussi à votre tour. Alors, et pourquoi vous êtes ça s'est arrêté, vous avez fini votre mission? Oui, pour des raisons personnelles, j'ai décidé que c'était peut-être à mon tour aussi de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas si j'étais trop jeune, avec pas assez d'expérience, ou si c'était la folie de me dire allez go, on y va. Vous aviez un projet à l'époque? J'avais pas de projet. J'ai mon grand frère qui m'a mis en contact avec des gens et des copains et on s'est dit allez, on parle, on discute et puis on voit ce qu'il en advient. Et on s'est retrouvés autour d'un café sur le canal Saint-Martin sous un grand soleil à se dire allez go, si on y va, je pense qu'il y a un truc à faire. On peut lancer un projet qui était à la base une plateforme de réservation d'activités sportives et culturelles qui, par la suite, a complètement changé. Et au final, par la rencontre, en fait, simplement avec un éducateur spécialisé qui nous a dit mais c'est hyper compliqué pour les personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit, de trouver un lieu accessible. Et donc, on s'est dit, OK, on va creuser... Un lieu accessible, vous voulez dire d'hébergement ? Que ça soit de l'hébergement, un lieu touristique, un lieu culturel, un musée, un restaurant. Que c'est compliqué aujourd'hui pour une personne en situation de handicap d'organiser ses vacances, en gros. Oui, tout à fait. C'est... pour nous, ça nous paraît tellement simple, en fait, d'aller sur des moteurs de recherche, de dire je vais réserver un hôtel et je veux juste une piscine, une belle vue, ou je veux être en plein milieu de la campagne, ou simplement d'aller au restaurant et de se dire je pense que uniquement au menu et malheureusement, et pour ces personnes, et moi-même j'étais confrontée au problème parce que mon père a été en fauteuil roulant quand j'étais plus petite, et de se dire en fait non, c'est pas si simple, il faut toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de marche, ou même avec une poussette on se retrouve avec exactement les mêmes problématiques, et de se dire si en fait en avance on sait que c'est une petite marche, ou que le serveur va nous proposer un menu en braille pour un non-voyant. C'est possible d'avoir des menus en braille ? C'est possible de créer cela ? Oui. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui s'équipent de menus en braille ou de menus en très grosses lettres. Avec le vieillissement de la population, c'est toujours intéressant, et c'est une grosse partie de leur chiffre d'affaires aussi, les seniors. Et donc d'avoir un menu écrit en très gros, voilà, c'est des choses qui sont valorisantes pour les professionnels. Pour les établissements, les restaurants, les hôtels. Voilà, de mettre ça en avant. Et donc, on a créé une application et un site internet qui s'appelle Picto Travel pour trouver justement. On mettra le lien sur la page de l'émission. Accessibles. Ah bien, c'est gentil, merci. Oui, ça peut intéresser beaucoup de monde. Pictotravel.com. C'est une application donc on peut télécharger sur son smartphone. C'est une application pour le moment sur l'Apple Store et qui va bientôt arriver sur Android. Et c'était vraiment de se dire on peut avoir toutes les informations à portée de main. Et c'est une application qui est accessible aux non-voyants, aux malvoyants, qui est un beau challenge de rendre la vie plus facile à tout le monde. Et pour ces personnes, le voyage démarre en bas de chez eux. C'est toute une aventure, ne serait-ce que de pousser la porte et de se dire allez, on saute dans le grand bain de la rue. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller pour avoir une vie la plus normale possible. Et donc, dans un premier temps, vous avez rayonné, et non stigmatisante. Dans un premier temps, vous avez rayonné en France. En fait, vous avez pris votre voiture et vous êtes allé voir tous les hôtels, les restaurants. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, on a fait une partie terrain et on a aussi utilisé
une partie technologique. On s'est basé sur l'open data. C'est un peu compliqué pour des gens lambda, mais c'est en fait utiliser les bases de données en libre accès que le gouvernement a. Et donc, ils ont toutes ces infos qui sont remontées depuis des années dans des fichiers qui avant étaient privés, que l'État gardait et qu'ils ont rendu publics il y a 3 ans. Et donc, c'était une grosse partie de notre travail d'unifier toutes ces bases de données qui existaient sur le territoire français pour permettre de redistribuer l'information la plus claire possible à tout le public. Et est-ce que vous avez senti que le simple fait, par exemple, d'aller voir des établissements, leur dire que s'ils ne faisaient pas justement le nécessaire, ils ne seraient pas sur l'appli, en tout cas de leur montrer que vous étiez en train de constater qu'ils n'avaient pas de rampe d'accès ou de toilettes aux normes, ce genre de choses-là, vous avez senti que... Oui, on n'avait pas comme notre envie, c'était vraiment pas de dénoncer. De dénoncer les professionnels, c'était plutôt une pensée positive. Notre démarche, elle a toujours été positive et c'était de valoriser les personnes qui avaient fait les améliorations pour se rendre accessibles. Et donc, c'était vraiment un choix et une volonté de notre part dès le départ. C'était de jamais être dans ça va pas, ça c'est pas bien, mais plutôt faites ci, faites ça. Il y a des choses qui coûtent pas cher que vous pouvez faire et qui vont vous permettre d'accueillir encore plus de public parce qu'il ne faut pas réduire le monde du handicap au fauteuil roulant. C'est une partie infime et il y a tous les autres handicaps et c'est des clients potentiels. C'est du business. Ce sont des familles entières qui voyagent avec une personne en situation de handicap. Tout à fait, tout à fait. Et qui ont en effet besoin, peut-être autour de la piscine de l'hôtel, de certains moyens de facilité, en tout cas pour passer le meilleur séjour possible. Donc vous avez décidé de monter cette application. Oui. Et donc, je suis passée de l'autre côté et je suis devenue cofondatrice et entrepreneur. Et donc pendant combien de temps avez-vous travaillé autour de ce beau projet ? Pendant 2 ans, une super aventure. Et puis, il y a un moment donné, on s'épuise, on se fatigue. C'est beaucoup de questionnements. Il y a des hauts, des bas. C'est vraiment les montagnes russes au niveau émotionnel. Parce qu'on a un succès fou. On est content de sortir d'une réunion avec... des personnes du ministère, on se dit ah ça y est on avance et puis le lendemain ça va pas du tout parce que la vie d'entrepreneur est très complexe et jusqu'à un moment donné où la famille nous alerte c'est-à-dire des phrases. Ma grand-mère me disait toujours mais on ne demande même plus comment tu vas, tu nous dis que tu es fatiguée d'office. Mon père et ma mère qui me disaient mais Claire t'es triste, on te reconnaît plus, c'est pas toi, d'habitude t'es toujours positive, là tu deviens négative, ça va pas, et puis un renfermement sur soi et puis on se coupe petit à petit, on préfère passer nos soirées seules devant notre ordinateur plutôt que d'aller boire des verres avec des copains. Et puis on dit toujours que ça va parce que il faut garder la tête positive, mais au fond de soi en fait ça va pas du tout. Et puis je me suis perdue. Il y a un moment donné où je suis restée devant mon ordinateur 3 heures pour répondre à un mail avec l'incapacité à savoir ce que j'étais en train de faire. Et puis 3 heures après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 heures ? Blackout, on se demande vraiment. Et c'est un état de grand épuisement. Oui, et là, je me suis dit, bon, on va peut-être prendre une décision avant que ce soit trop tard. Et, vous étiez très jeune en plus. Enfin, vous êtes toujours très jeune, mais... Oui, j'ai pris la décision à 28 ans de me dire, c'est une très belle aventure, c'est un projet qui me tient à cœur, mais c'est plus moi. Et il y a des gens qui ont la capacité de tenir et d'aller toujours plus loin. Et ma mère m'a toujours dit
d'écouter son cœur et voilà, qu'un échec n'est pas un échec, ça fait partie du jeu, mais qu'il faut apprendre à rebondir et à repartir. Je me suis dit, c'est peut-être le temps de tourner la page. Et comme dans ma vie, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. Après, il y a le moment où il faut annoncer ça à la famille, où il faut annoncer ça aux associés, de dire, on arrête cette aventure entrepreneuriale pour autre chose. Mais Pictotravel, cette belle application pour les personnes en situation de handicap ne meurt pas. On est bien d'accord que ça reste... Elle continue. C'est simplement moi qui ai décidé de me mettre en retrait. Que ce soit bien clair. Mais elle continue et allez-y, je vous invite à aller donner votre avis sur les lieux accessibles sur l'application ou sur le site. Ou simplement après programmer votre prochain voyage dessus, mais c'est juste mon choix personnel de me mettre en retrait de. Et alors qu'est-ce que vous appelez vous mettre en retrait? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2017 dans la vie à 200 à l'heure que chacun vit de se mettre en retrait? C'est décider de réfléchir un peu à la valeur de la vie, à qu'est-ce qu'on a envie de faire, à qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre un jour. Et j'avais oublié une petite partie de moi à Bali, donc je me suis dit qu'il fallait que je retourne là-bas. Donc je suis repartie sur cette île qui me tient à cœur et qui je pense, fait partie entièrement de moi. Et je suis repartie là-bas, j'ai retrouvé les sourires, j'ai retrouvé la force de vie des gens qui n'ont pas grand-chose et qui se battent continuellement. Vous êtes retournée chercher ces sourires-là? Ces sourires-là pour me donner la force que j'avais plus. J'étais épuisée. Et après, j'ai pris une autre voie. Je suis partie en Inde. J'avais un besoin de reconnexion. J'avais envie de découvrir la méditation. C'est formidable. Vous avez un grand attrait pour l'Asie, en tout cas. Vous êtes toujours dans ce coin-là du globe. Oui, c'est une philosophie. J'y suis bien. Je pense que je suis comme à la maison là-bas. Je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû vivre là-bas. Certainement. Mais je suis partie dans un ashram au sud de l'Inde pour me mettre à la méditation au yoga. C'était 4 heures de méditation, 4 heures de yoga par jour. Oula, ah oui. C'était intense. Oui. Et on fait une très grande introspection sur soi-même. On va chercher... c'est comme un monastère, en fait? Un centre, un monastère? Oui, c'est comme un monastère, mais qui est ouvert à toute religion. On n'a pas besoin d'être dans le silence, on peut parler. Et ça nous... Voilà, c'est que des chemins de vie incroyables. On croise des gens sans jugement. On est tous habillés en yogistes. Et c'est simplement... En yogis, ceux qui font du yoga, donc en tenue en tenue de yoga. Et c'est des gens qui viennent du monde entier, qui ont de 18 à 88 ans et qui viennent simplement se poser un temps sur leur questionnement de vie. Et donc, c'était très intéressant. Et on apprend énormément et on en ressort encore plus fort. Donc, cette période qui a été un peu down pour moi, en fait, est ressortie avec une force de vie et une volonté d'aller encore plus loin, de se battre pour un nouveau projet, des nouvelles idées. J'imagine surtout qu'on laisse son smartphone au fond du sac à dos et rien que ça doit nous faire des vacances. Rien que ça surtout quand on développe une application où on est sur un smartphone et sur un ordinateur continuellement. Mes yeux me brûlaient à la fin. Et là, on n'a plus de téléphone, plus d'ordinateur et on se coupe du monde et on pense qu'à soi. Il y a des personnes qui viennent nous réveiller à 5 heures du matin pour aller méditer. Et c'est des chants, c'est des moments de silence puissance et écouter le bruit de la nature et se reconnecter à la vie réelle et au monde. Oui, ça a dû vous changer de la start-up, c'est sûr. C'est complètement différent, mais chaque
voilà, la start-up, on en sort aussi des forces et on en sort aussi une force de vie. Là, c'était simplement apprendre à vivre le moment présent. Et ça, on l'oublie de plus en plus. J'aime beaucoup la photo et donc je partage des moments de vie par la photo. Mais de temps en temps, être avec ses copains et laisser son smartphone sonner au fond du sac et ne pas décrocher et être simplement dans l'instant de l'échange. On est d'autant plus à l'écoute des gens et on en sort beaucoup plus fort, moins d'angoisse aussi. Donc c'était une très belle leçon. C'est vrai que c'est ce que vous gardez parce que c'est simple, j'ai envie de dire, quand on est dans ces centres-là, de laisser le smartphone au fond du sac. Il y a les cours de yoga le matin, on n'a que ça à penser. C'est facile. En revanche, rentrer dans sa vie quotidienne avec les enfants, le travail et essayer de garder cette sérénité, peut-être cet état beaucoup plus plein, enfin se sentir plein de sa vie qu'on a touché, qu'on a connecté à ce moment-là, c'est difficile derrière. C'est très difficile, mais l'implication, elle doit être totale dans la volonté du changement. Et c'était une période où j'avais réellement envie de changer. Et donc, j'ai continué à avoir ce rythme-là de beaucoup moins important. Mais j'ai pris le rythme c'est une routine, comme on se maquille ou on se démaquille. Moi, j'ai pris la routine de me réveiller en méditant et de me coucher en méditant. C'est 10 minutes pour faire le bilan de sa journée, 10 minutes le matin pour se dire alors qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, ça va être une belle journée, de m'envoyer plein d'ondes, parce qu'on pose la question aux gens de comment vas-tu, c'est la question que je pense qu'on pose le plus dans notre vie, et on ne se demande jamais comment on va soi. Et moi j'ai pris alors comment allez-vous, Claire? Eh bien écoutez, je vais très bien, je vais mieux. Et je suis sur ma voie de mon épanouissement, du bonheur, voilà, de se faire plaisir, de faire les choses que j'aime avec passion, bienveillance pour être là. C'est un mot qui revient dans l'émission, mais c'est un mot qui est puissant de nos jours. Et voilà, d'être entourée de mes amis, de ma famille et de pouvoir leur apporter aussi cette sérénité que j'ai acquise durant ces derniers mois est très importante. Merci, donc, Claire. Je vais de mieux en mieux. Merci, Claire. Juste un dernier mot avant de se quitter. Je sais que vous reprenez l'avion la semaine prochaine. Vous repartez en Asie. Oui, je repars en Asie pour chercher la voie finale de ce cheminement de vie, de qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et surtout peut-être d'aller ouvrir un hôtel pour permettre de transmettre tout ce que j'ai appris aux autres et de leur offrir une pause de sérénité à un moment donné de leur vie. Toujours dans l'accueil. On ne manquera pas toujours de mettre... dans l'accueil. Bravo. Et simplement un petit mot, mais il faut toujours oser sortir de sa zone de confort, être audacieux, le faire avec passion et bienveillance. Merci Claire pour votre témoignage. On mettra bien sûr les coordonnées de Picto Travel, cette application que vous avez montée avec quelques amis autour des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent facilement trouver des endroits pour se restaurer ou pour voyager. Dans un premier temps en France et puis a priori l'application devrait s'élargir à l'international oui. pour que le voyage soit facilité. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup. À très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Au revoir. Merci, au revoir. On est toujours en direct jusqu'à 1h du matin, la libre antenne d'Europe 1. Et c'est Manu maintenant qui nous a passé un petit coup de fil. Bonsoir Manu. Bonsoir Anne, enchanté de faire votre connaissance. Mais ravi de vous avoir avec nous. Alors moi, je suis Manu, j'ai 46 ans, j'habite un petit peu loin de la France, un petit peu seulement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? J'habite à Marrakech. Ah oui, oh. Ah oui, alors là, oui. Bon, alors ça n'a rien à voir avec les paysages de Bali que nous a fait partager Claire tout à l'heure. Voilà. Mais bon, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Et vous habitez depuis longtemps là-bas? Ça fait 4 ans et demi que nous habitons, au Maroc. Vous avez fait ce choix-là? Oui. En fait, un ras-le-bol de la France, tout simplement. Et puis, j'ai envie de voir autre chose. Et comme je travaille à domicile et qu'avec mon ordinateur, et voilà, donc je peux travailler n'importe où. Et j'avais envie de voir de nouveaux paysages et je m'y plais bien.
Et alors, qu'est-ce qui vous énervait en France ? Qu'est-ce que vraiment vous avez laissé derrière vous ? On a une petite idée quand même, mais si vous pouvez nous aider. En fait, ce que j'ai laissé en France, c'est ce mal-être. C'est plus la France d'il y a quelques années. C'est voilà, je m'y retrouve pas forcément. Alors attention, je dis pas que j'aime pas la France, hein, bien sûr, mais je trouve que la France est devenue tellement beaucoup plus individualiste. Voilà, je m'y retrouvais plus. Je me retrouvais plus dans toutes ces choses, dans tout ce superficiel, dans tout ce voilà. Et puis j'avais besoin de voir autre chose, en fait, tout simplement. Et donc vous avez choisi un endroit au hasard sur la carte en vous disant j'ai juste besoin d'une connexion internet et de mon ordinateur, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont freelance, qui peuvent travailler de n'importe où. C'est vrai que ça permet cette mobilité-là. On a vécu 1 an à Essaouira, donc c'est une très jolie petite ville. C'est un magnifique endroit, Essaouira. C'est une ville d'artistes le long de la mer, oui. Tout à fait. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Il y a beaucoup de vent à Essaouira. Il fait frais. Exactement, c'est le vent qui rend un peu fou, et puis il n'y a rien, quoi. Dès qu'on a besoin de trouver quelque chose pour la vie courante de tous les jours, on est obligé de partir à Casablanca ou Marrakech, quoi. Donc, assez rapidement, au bout de 10 mois, on est parti vivre à Marrakech, et là, ça va faire 4 ans qu'on y est, et on est très très bien. Vous y êtes avec votre famille ? Je suis avec mon ami. D'accord. Et qui a retrouvé aussi du travail là-bas ? Il fait exactement la même activité que moi. Donc on travaille, il nous faut un ordinateur, une connexion internet. Et c'est parfait. Et tout fonctionne. Vous avez réussi à rencontrer un réseau d'amis aussi ? Un petit peu. Alors certains, on arrive un petit peu, mais en fin de compte, beaucoup d'Européens ou d'Occidentaux, si je puis dire, hein, qui habitent à Marrakech, ils se comportent malheureusement souvent comme des colonialistes, et on a un peu du mal, quoi. On comprend pas toujours tout bien. Alors, oui, parfois à l'étranger, certains Français nous font honte. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Puis alors, comment ils parlent, comment ils parlent aux gens, donc on s'est fait des amis Madine 100% Maroc, mais on s'en fout. Et on est très heureux comme ça. Chacun vit sa vie de son côté, et on a nos amis, et voilà. Mais c'est vrai que parfois le comportement européen, vous savez, on a l'impression de retomber fin du 19e, début du 20e. C'est assez particulier. Donc vous avez vraiment sauté le pas il y a 4 ans, et vous nous appeliez ce soir pour nous parler de vos lectures, de conseils de lecture. En fait, tout à fait, parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à lire, j'avais 5 ans et demi. Et j'étais même pas encore en cours préparatoire que je savais déjà lire. Et donc j'ai toujours eu un livre dans les mains, et je lis énormément. Et je m'évade beaucoup avec la lecture, et je partage les lectures avec les amis via les divers réseaux sociaux qui puissent exister, que ce soit Facebook ou voilà. Et je lis énormément, et je voulais vous faire partager 2 ou 3 livres que j'avais lus et que je pouvais vous conseiller, parce qu'ils sont vraiment voilà. Avec grand plaisir, avec le soleil qu'il a fait tout ce week-end, c'est vrai que on s'installerait bien tous en terrasse, dans un jardin, dans un transat avec un bon bouquin. Alors vraiment, allez-y, n'hésitez pas, partagez-nous. Partagez avec nous vos lectures. Alors mon premier roman, et c'est vraiment un coup de cœur, c'est Tom Naughty. Oui. Ça s'appelle Les naufragés de la salle d'attente. Oula, qu'est-ce que s'est-il passé dans cette salle d'attente? Donc c'est aux éditions Paul et Mike, si vous cherchez. Oui. Et en fait, si vous voulez, on est dans un huis clos où 3 personnes se retrouvent coincées dans une salle d'attente d'un psychologue. Et, oui. C'est un Ils se regardent en chien de faïence en se demandant lequel passera le premier. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a un premier individu qui rentre, qui arrive, et qui habituellement vient avec sa fille, mais là il veut venir tout seul, mais personne n'est au courant. Enfin voilà. Après, il y a une femme qui vient pour prendre un rendez-vous, et donc elle s'assoit dans la salle d'attente en attendant que quelqu'un vienne, puisque voilà. Et puis après, il y a une 3e personne qui a un rendez-vous à l'étage au-dessus, mais qui est pris de migraines très fréquentes, donc il prend un médicament, mais ce médicament le fait aller aux toilettes pour aller faire pipi toutes les 10 minutes, quoi. Et donc il se dit qu'avant d'aller à son rendez-vous, parce qu'il est acteur et comédien, avant d'aller à son rendez-vous, il va passer dans la salle d'attente chez le psy qui est juste en dessous pour pouvoir se soulager, et après il pourra prendre son rendez-vous. Et donc ces 3 personnes se retrouvent
dans l'appartement, on va dire, dans le cabinet du psychologue. Et donc on est à Grenoble, hein, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Et il y a un tramway qui déraille juste en bas de l'immeuble, et donc coupure de courant. Et comme la porte d'entrée est une porte électrique qui s'ouvre électriquement, comme il n'y a plus de courant, les 3 personnes sont restées coincées à l'intérieur. Mais c'est presque un alignement de planètes parfait, là. Voilà. Ils sont enfermés, le tram a un accident en bas, tout le monde est plongé dans le noir. Tout le monde est plongé dans le noir, donc au démarrage, alors donc il y a le monsieur, enfin la première personne, le premier intervenant et la femme qui regarde par la fenêtre, l'autre monsieur qui est dans le noir en train de faire pipi, enfin voilà, ça peut être comique, vous voyez, mais et en même temps, si vous voulez, au fur et à mesure du temps et pendant plusieurs heures, ils vont rester tous les 3, puisqu'à un moment donné, il va quand même sortir, ce monsieur, des toilettes. Hein. Et en fait, ils vont se donner des cours de psychologie entre eux. Enfin, ils vont apprendre à se connaître différemment. Et c'est vraiment un livre qui est très, 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 très sympathique. Parce que le psy ne vient jamais, en fait, c'est ça. Ils sont qu'entre eux. En fait, si vous voulez, le psy n'est pas là. Et on apprend après que le psy a eu un contretemps et que de toute façon, comme la porte est fermée à clé, il n'y a personne qui peut ni rentrer ni sortir et qu'ils sont coincés là pour l'instant. Comme ils sont à l'étage, ils ne peuvent pas sauter non plus. Et quand donc, le psy n'est pas là, ce sont les patients qui s'auto-analysent, c'est ça ? En fait, ils sont dans la salle d'attente et pour passer le temps, ils se parlent et ils se posent des questions. Pourquoi t'es là ? Voilà, c'est assez marrant. Et surtout ce qui est assez, marrant, si on peut dire. Mais surtout ce qui est assez bien par rapport à ce livre, c'est que chaque chapitre est vécu par rapport à un des protagonistes de ce huis clos. Et à la fin quand le courant revient. Ils échangent leur numéro de téléphone et on sent qu'il y a un lien indéfectible qui est entre eux. Et moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, je vais pas tout vous expliquer, hein, mais c'est vraiment une très 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 belle histoire. Vous connaissiez Tom Naughty, cet auteur ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est son premier roman, non ? C'est son 3e roman. Alors c'est quelqu'un que je connais personnellement aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir communiquer avec lui via les réseaux sociaux. Ah oui, c'est beau ça facilite aussi exactement. les rencontres. Et c'est quelqu'un qui quand on est fan d'un auteur, d'un chanteur, d'un réalisateur, on peut essayer d'entrer en contact avec lui via les réseaux sociaux. Et donc c'est quelqu'un qui écrit, voilà. Alors il se dit pas écrivain, comme il dit. Je ne suis pas un grand écrivain, mais moi je trouve qu'il a une plume en or, cet homme. Et c'est un professeur des écoles en primaire et qui écrit des livres. Mais des livres qui sont vraiment... moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Les 2 autres sont en attente. Et voilà. Et c'est vraiment... il a une très belle plume, je trouve. Il a une très belle plume. Ouais. Et alors vous aviez un deuxième, continuons dans cette sélection, vous aviez un deuxième roman à nous conseiller. Alors après, moi je voulais vous parler de Sarah Barouk, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Alors ça s'appelle Elle voulait juste marcher tout droit. Oui. Alors ça peut faire un petit peu cliché parce qu'on est en 1943 où une petite fille de 5 ans est en nourrice chez une dame. Pendant la guerre, donc dans le Béarn, etc. Et la maman n'est plus là, elle connaît pas son papa, enfin bref. Et c'est tout un parcours de vie par rapport à cette petite fille qui est vraiment exceptionnel. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé lire ce livre. C'est vraiment très très intéressant. Et puis malgré tout, c'est quelque chose qui, quand on lit ce livre, qui nous fait penser plus jamais ça, quoi, par rapport à toutes ces imbécilleries de pseudo-juiveries qu'on entend aujourd'hui. Moi, on peut pas oublier, on ne pourra jamais oublier des choses pareilles. Et un livre comme ça remet les pendules à l'heure et ça remet en perspective. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment une très belle écriture aussi. J'ai beaucoup aimé, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Quel est le nom de l'auteur déjà ? Sarah Barouk. Sarah Barouk. Très bien. Je note pour qu'on vous transmette tout cela sur le site de la Libre Antenne pour qu'on puisse partager. Alors après, il y a Catherine Locandro. Oui. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Oui. Et Pour que rien ne s'efface. Alors c'est tout simplement les forces de l'ordre et puis les pompiers qui sont appelés parce que il y a une odeur très nauséabonde qui circule dans un appartement et en fait il y a le corps d'une femme de 65 ans qui est retrouvé. Voilà, et elle est décédée depuis plus de 2 mois. Et en fait, c'est un thriller, un polar plutôt. En fait, si vous voulez, alors que Catherine Locandro, quand on lit ses livres, ça fait pas du tout polar, mais celui-ci, on a l'impression, vous savez, les films noir et blanc ou les films de Lelouch, parce qu'en fait, chaque chapitre, ça sera une personne qui aura approché de près ou de loin
cette femme qui est décédée, qui s'appelle Liliane Garcia. Et après une petite enquête, on se rend compte que cette Liliane Garcia a été une starlette dans les années 60 et qu'elle a été une grande vedette d'un film unique. Bon, après, elle a eu des petits rôles, etc. Et chaque personne, en fait, va donner ce qu'elle a connu par rapport à ça. Alors, ça part des pompes funèbres qui viennent la chercher à sa famille. Hein. Et c'est vraiment une très, très belle histoire qui est vraiment très, 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 très bien découpée. Véritablement. C'est magnifique tous ces conseils de lecture que vous nous donnez, que vous avez envie de transmettre. Est-ce que vous avez déjà fait partie d'un club de lecture, par exemple, pour échanger Alors, je fais partie d'un club, justement. On vous sent passionné. Pardon ? Notamment. Je fais partie de clubs par rapport aux réseaux sociaux où on partage et chacun donne son avis sur un livre, que ça soit bien ou pas. Hein. Et on échange justement, mais bon, les clubs ici au Maroc, on a un petit peu du mal parce qu'on a un peu de mal à trouver la lecture. Mais c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Et vous écrivez vous-même ? J'ai commencé à écrire, mais en fait, moi j'ai un passé qui est assez particulier, où j'ai eu une vie, bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de faire pleurer qui que ce soit, une vie particulière, et à un moment donné, j'ai commencé à écrire, mais j'arrive pas à aller plus loin. Vous voyez, j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire, mais j'arrive pas à donner le bébé ou passer le bébé à quelqu'un pour qu'il le lise. En fait, j'avais besoin de le sortir pour moi, mais voilà. Mais à côté de ça, je commence à écrire des petites choses en parallèle. C'est Marguerite Duras qui dit que pour se mettre à distance des choses, il faut forcément passer par l'écrit. Oui. J'écris beaucoup de choses, et puis j'écris tout, puis je lis oui, beaucoup, par visiblement. mois, je lis entre 20 et 25 livres par mois. Oui. Ah oui, en effet. Voilà. Et ça me plaît, on fait beaucoup de choses, mais vous voyez, comme je travaille à la maison, dès que j'ai un moment de libre, hop, vous voyez, là en ce moment, sous les yeux, j'ai Valérie Tong Kwong, Par amour. Oui, qui a l'air d'être... J'ai pas encore eu le temps de... moi je suis en plein dedans et je me régale. Et puis alors une petite page d'humour avec, alors bon, ça n'a rien à voir avec les autres, mais moi j'ai lu Isabelle Mergo parce que je trouve complètement déjantée cette femme. Oui. Et un escargot tout chaud, mais vous voyez Isabelle Mergo comment elle est déjantée, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une personne qui est très pétillante. Voilà, et son livre c'est exactement elle. J'ai rigolé du début à la fin. Qu'est-ce qu'elle y raconte ? En fait, si vous voulez, c'est des gens qui sont dépressifs. Et il y a une personne, donc c'est un couple qui est dépressif et qui ne s'entend plus du tout. On arrive à la fin d'un couple où ils ne communiquent plus et qui tiennent une bijouterie. Et cette bijouterie est prise en otage par une personne qui vient les cambrioler, mais qui est dans le même état qu'eux. Et ce qui fait que, mais c'est plein de quiproquos, c'est plein de gaieté, c'est du tout Mergo, vous voyez. C'est très très drôle. Donc c'est une fiction en fait. Oui, tout à fait, c'est un roman. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai lu le roman, à peine fini, je dis mais ça, faut qu'elle nous fasse un film ou une pièce de théâtre, c'est pas possible. Peut-être que c'est en projet. À vous peut-être de lui envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux. C'est fait. Ah oui, voilà, vous voyez vous devancer. Tout à fait, c'est fait. Et puis alors un autre petit, parce que j'ai déjà appelé Caroline Dublanche, et moi qui me plaît vraiment beaucoup. Et bon, à la libre antenne, c'est un sujet où on entend beaucoup les gens. Enfin, moi, j'écoute depuis des années. Et c'est Mon ami la douleur de Valérie Lanamé. Mon ami la douleur de Valérie Lanamé. Oui. Alors j'en ai déjà parlé avec Caroline. C'est une personne qui a fait un burn-out avec une dépression par-dessus et qui à un moment donné ne pouvait plus du tout avancer et qui a été mise en maison de santé, comme elle le dit. Et donc il y a une première partie où elle raconte toute sa vie jusqu'au burn-out. Après elle nous fait un tableau de bord de tous les jours qu'elle passe dans cette maison de santé, et après elle nous explique son retour à la vie normale. Et c'est vraiment très très intéressant. Il peut même servir de guide ou d'appui aux gens qui font ou dépression ou burn-out. En plus c'est quelqu'un de très très touchant, vraiment très très bien. Et qui a choisi de raconter dans ce livre en se disant qu'elle pourrait toucher d'autres personnes qui traversent sûrement les mêmes difficultés. Mais en fait, elle l'a pas fait pour écrire un livre. Elle l'avait fait en fait parce que quand elle est arrivée dans cet établissement où elle avait besoin de faire le vide par rapport à sa vie et où elle avait besoin de se reposer, parce qu'elle avait
elle avait trop travaillé, c'était trop de tout. Elle en a eu marre à un moment donné d'expliquer 40 fois, 50 fois la même chose au médecin. Et à un moment donné, donc, elle a demandé à son mari de lui apporter son ordinateur et elle a tout écrit sur l'ordinateur et elle a sorti, voilà. Et donc les gens ont lu son parcours et au fur et à mesure, c'est devenu son guide de bord. Et je trouve qu'il est il est pas très très gros, mais il est vraiment très très bien, il est très bien expliqué et avec beaucoup de finesse. Et puis alors, sans aucune, il y a pas de pleurs, il y a pas de, elle se met à nu, mais c'est pas du tout gonflant, c'est pas du tout. Voilà, on a envie de l'aider, on a envie de l'aimer encore plus cette femme parce elle reste naturelle, elle reste elle. Voilà. Elle raconte comment elle traverse le burn-out et comment elle se relève. Comment elle se relève et comment elle se relève tous les jours et comment elle avance aujourd'hui et comment sa vie a changé à 5000%. Et sa vie a changé parce qu'elle est devenue écrivain, sûrement. Ça a changé parce que son livre vient de sortir, il est sorti en début d'année. Et son livre vient de sortir et elle se rend compte que son sujet peut convenir à tout le monde ou presque, quoi. Ouais. Il y a un autre livre qui marche très fort, qui a bénéficié d'un grand bouche à oreille, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ah oui. C'est 500 000 exemplaires en presque 2 ans. Raphaël Giordano, oui. Qui raconte avec beaucoup de malice justement cette histoire de cette femme de 38 ans qui a un enfant qui est dans une routine, un ronron au quotidien et qui va faire la rencontre justement à l'issue d'un accident de voiture, enfin d'une panne de voiture plutôt, dans la forêt, oui. D'un routinologue qui se dit routinologue et qui va l'embarquer dans des épreuves qu'elle a à passer pour essayer de changer sa vie. Et donc elle va lâcher ses peurs, dépasser, sortir de sa zone de confort, voilà. Justement, essayer de se réconcilier. Voilà. Et c'est vraiment un livre, je trouve, qui donne plein de clés et où en effet à la fin il y a comme une espèce de petit tableau de bord. Vous parliez d'un tableau de bord, justement. Et c'est ça qui est au-delà de la fiction et le roman, je dirais, pour faire rêver, pour favoriser l'imagination, mais derrière il y a du fond en fait, et c'est là que c'est intéressant. Oui, tout à fait. Et puis moi je sais que j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai lu une première fois en une journée, je crois, et je l'ai relu peut-être 6 mois, 1 an après, et je l'ai pas lu de la même façon. Et en fait j'ai trouvé des choses que je n'avais pas fait tilt, vous voyez, la première fois. Ah oui, lesquelles ? Notamment, vous savez, quand on lit le livre, moi quand je le lis, je lis pas vite, mais si, je lis quand même très vite. Si, 25 livres par semaine, si, vous lisez vite. Non, par mois. Ah, par mois. Ah oui, par semaine, non. Non, parce que du coup, j'avais du mal à comprendre vos journées. Non, par mois. Si j'ai dit par semaine, non, c'est par mois. Mais en fait, la deuxième fois, je me suis plus attardé justement aux détails ou aux choses qui font qu'elle se rend compte par elle-même, ou voilà, qu'on voit qu'elle est en train de changer son comportement de vie et qu'elle est en train de changer sa vie. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je l'ai pris pour moi par rapport à ce livre. Quelles sont vos prochaines lectures ? Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet alors ? Alors là, sur ma table de chevet, il y a les 2 autres tomes nautiques que j'avais commandés. Ah vous avez raison, tant qu'à faire. Quand on découvre un auteur, on a envie de tout lire. Ah oui, tout à fait. Après, j'ai En douce de Marin Ledin. Oui. J'ai Sylvie Le Bihan qui l'emporte mon secret. Et puis j'ai Elena Ferrante, le 3e, Les Amies prodigieuses. Là j'ai Valérie Tongkong, j'ai Christophe Onodibio, j'arrive jamais à dire celui-ci, qui vient de sortir. Et puis j'en ai d'autres, mais je les ai pas, comme je les ai pas sous les yeux, voilà. Et que faites-vous de tous ces livres ? Je les garde. Vous les gardez ? Parce que certains parfois les libèrent, vous savez, les déposent sur un banc dans la rue, se disent que, avec un petit mot même pour le prochain lecteur, en disant pourquoi ils ont aimé ce livre. C'est vrai que ça encombre nos petits logements, à moins que vous ayez une grande maison à Marrakech. Ça va. De ce côté-là, ça va. Bon. Alors par contre, la bibliothèque, moi, quand nos amis ou la famille viennent, les gens choisissent des livres. Ils disent, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à mon état d'esprit actuel ? Puis je les emmène. Ah oui, c'est pas mal. En fonction de l'état d'esprit, c'est bien ça. Voilà. Et en fait, en sachant que quand on est arrivé, j'avais 0 livre, et donc depuis un peu plus de 2 ans, j'en ai plus de 500 déjà dans mon bureau, vous voyez. Merci vraiment en tout cas. Alors, vraiment je voulais juste te dire, les gens que ça intéresse, j'ai un blog, où je parle de mes lectures. Ah écoutez, comme ça on pourra aller récupérer en effet toutes les références et puis en prendre d'autres éventuellement, oui. Voilà, donc c'est Manu-Chronicle, en anglais, au pluriel. On est bilingue.
Oui, on va essayer. On mettra le lien. Merci beaucoup Manu pour votre appel. À très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Merci, au revoir. Voilà, j'étais ravie de faire ces quelques pas avec vous ce soir dans la libre antenne d'Europe 1. Merci pour vos partages inspirants, vos cheminements qui, j'espère, ont semé quelques petits cailloux sur des chemins peut-être un peu tortueux en ce moment. Demain, vous retrouvez Caroline Dublanche à ce micro à partir de 22h30. Et je vous laisse avec cette pensée philosophique de Sénèque, parce que c'est toujours bien de terminer avec un petit Sénèque. Ça n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je vous embrasse et vous souhaite une belle nuit à l'écoute d'Europe 1.